Bonjour, ravi d'être avec vous sur For Change dans le jour où. Dans cette émission, nous allons décrypter les décisions qu'ont prises les grands de ce monde pour permettre à leur vision d'aboutir. Nous sommes avec Fanny Laitier. Bonjour Fanny. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation dans le jour où. Avec plaisir. Fanny, vous êtes une ancienne élève de l'ENA. Vous avez suivi un parcours public-privé. Vous êtes convaincue que le capital humain est la clé d'une croissance réussie et durable. Fanny, quelle a été la plus grande décision professionnelle que vous ayez prise ? La plus grande décision que j'ai prise, je l'ai prise le 1er mars 2019 en créant ma société Généo Capital Entrepreneur avec un associé, François Rivolier. Ça veut dire que je quittais la sphère publique pour devenir entrepreneur dans la finance et mettre à disposition des PME, des ETI de croissance, une finance positive qu'on appelle le capital entrepreneur et qui doit permettre, je l'espère, de fabriquer des champions européens. Vous étiez où quand vous avez pris cette décision ? Alors, à plusieurs endroits. Cette décision, elle a commencé à mûrir dans un restaurant au fil d'une discussion avec François Rivolier, où moi je dirigeais les fonds de BPI France et puis lui dirigeait les fonds de Société Générale. Et on échangeait sur vraiment les besoins des entreprises, ces entreprises qui ont des superbes projets d'innovation, d'internationalisation, mais qui parfois ont peur d'ouvrir leur capital à un fonds d'investissement. Et dans ce restaurant, je vois encore François qui me dit « mais et si on le faisait ?» Et je lui dis « mais comment ça ?» Et il me dit « on n'a qu'à créer une boîte ». Et là, je le prends pour un fou et je me dis « pourquoi je démissionnerais de BPI France où j'étais à l'époque pour faire ça ?» Et puis, cette année-là, en fait, je courais le marathon de New York. D'accord. Et donc, en fait, le vrai lieu, c'est le 35e kilomètre du marathon de New York, où, en fait, je rentre dans le dur, comme disent les runners. C'était mon premier marathon. Je n'avais jamais couru de marathon. Je ne savais pas si j'irais au bout du marathon. Et j'ai effectivement les muscles qui se raidissent. Et là, il y a un Américain sur le côté de la route qui lève un panneau et qui écrit « It's the last damn bridge ». Wow. Et là, je me dis, c'est un signe, je vais sauter le pas et je vais effectivement créer ma boîte. Il n'y a plus aucun obstacle à ce que je crée ma boîte. Et donc, je finis le marathon. Je rappelle François et je lui dis « Allez, on y va ». Donc on va parler un peu de votre carrière. Vous avez démarré au sein du Trésor dans des fonctions de réglementation financière. Comment se sont déroulées déjà vos 10 premières années ? Alors mes 10 premières années, très heureuses, très stimulantes. J'ai eu cette chance, il faut voir, de savoir assez tôt ce que je voulais. Assez tôt, je me suis dit, moi, je suis née dans le Nord. Ce que je veux, c'est contribuer à la création d'emplois. Il y avait trop de gens au chômage dans ma région, j'en ai trop vu les conséquences. Et du coup, très vite, je me suis dit, il faut créer de l'emploi. Et pour créer de l'emploi, il faut faire grandir les entreprises. Donc j'ai fait Sciences Po l'ENA assez vite. Vous aviez quel âge vous avez intégré le monde du travail, vous étiez toute jeune. À 21 ans. 21 ans. À 21 ans, effectivement, je rentre à l'ENA et 2 ans après, donc je 23 rejoins la direction du Trésor, du ministère des Finances, au service du financement de l'économie. Une toute petite direction à l'époque, 80 personnes. Et est-ce qu'on vous fait confiance ? Parce que quand on voit une jeune fille de 23 ans arriver comme ça, à la direction quand même d'un gros paquebot, comment ça se passe ? Il y a l'interne et l'externe. Alors ? En interne, énormément de chance. J'ai toujours eu en fait des patrons, des managers, hommes et femmes, qui étaient favorables à la parité, favorables à la promotion des femmes. La direction du Trésor a essaimé énormément de femmes dirigeantes dans la finance aujourd'hui. Et puis, très très soutenant sur le fait que l'âge n'est pas un problème et que c'est le travail qui compte et effectivement l'implication. Donc assez vite, la capacité à donner beaucoup de responsabilités à des gens quand même assez jeunes. Et donc ça, voilà. En externe, beaucoup plus difficile parce que vous vous retrouvez au Conseil d'État à avoir écrit des textes réglementaires et puis on dit mais qui est la personne qui représente l'État? Et vous dites c'est moi. Et alors vous avez des anecdotes? Il y a eu des réflexions, vous avez vu des regards, il y a eu des l'anecdote, c'est avec les assureurs quand même, puisque j'ai commencé au bureau de la réglementation des entreprises d'assurance et déjà un de mes projets, c'était comment orienter davantage l'assurance vie vers les PME. D'accord. Et brancher les tuyaux.
Et effectivement, même chose, je rentre dans la salle en fait, et puis le monsieur me dit mais qui préside la réunion aujourd'hui? Et en réalité, il pensait que j'étais l'assistante qui était là pour proposer les cafés, alors que bon, j'étais là pour présider comment la on réunion. s'impose dans ce cas-là? Progressivement, d'abord parce avec qu'il la faut prendre douceur, avec une l'humour, main voilà. de maître. D'abord l'humour, Ouais. la douceur, Ouais. on se braque pas. Non, surtout pas. On comprend, c'est possible effectivement que ça surprenne. Ouais. Et puis effectivement, je pense que comme toujours, hein, les gens croient que ce qu'ils voient, donc les résultats, c'est le travail, la qualité du travail qu'on fournit, la qualité de l'écoute, la qualité relationnelle qu'on est capable d'établir, et finalement, et dans le temps, il trouvait que cette petite jeune, finalement, c'était pas si mal de bosser avec elle. Donc 10 ans. Donc 10 ans, oui, à la direction du Trésor, où j'ai eu vraiment l'occasion de faire le tour des problématiques de financement de l'économie, hein, parce qu'il y a un service dédié, donc réglementation des banques, des assurances, des marchés financiers, des fonds d'investissement, à Paris et à Bruxelles. Donc un grand moment, c'est la présidence française de l'Union européenne en 2018 avec Christine Lagarde. Et la grande rencontre pour vous, vous êtes nommée à 29 ans par Christine Lagarde, secrétaire générale du CIRI. Dans cette période, on parle de 240 entreprises restructurées à peu près. Qu'est-ce que vous a apporté ce poste? Alors, le CIRI, c'est arrivé après. C'est-à-dire que la présidence française, c'est juillet 2008. En août 2008, on a la chute de Lehman Brothers. Et derrière, s'enchaîne toute la crise économique. Et donc, pendant 6 mois, derrière Christine Lagarde, l'équipe de France, en fait, essaye de sauver des boîtes en difficulté, de sauver des pays qui étaient en difficulté sous plan FMI, de sauver des banques, notamment en Écosse, qui étaient en difficulté, en Allemagne aussi, et des fonds monétaires. Et puis, la présidence finie, c'est vrai qu'un peu au culot, je lui dis, mais moi j'ai envie de continuer l'action, mais en France et sur le terrain, auprès des entreprises, et elle prend cette décision, qui est probablement un des premiers tournants de ma vie, de me nommer au CIRI. Et là, en fait, c'est ma vraie école. On peut dire, j'ai fait l'ENA, j'ai fait Sciences Po, etc. Ce que j'ai appris, tout ce que j'ai appris, tout ce qui me sert aujourd'hui, je l'ai appris à partir de ce moment-là, c'est-à-dire à côté des entrepreneurs. C'est le seul endroit à Bercy. On ne discute pas uniquement avec des fédérations, mais on est sur des sujets d'entreprise et on est sur la matière vivante de l'entreprise. Il y a une crise et à côté de l'entrepreneur, on essaye de trouver des solutions pragmatiques de négociation avec ses banques, ses actionnaires, ses clients, ses fournisseurs. Mais ça suppose de descendre dans la compréhension de l'entreprise. Pourquoi elle en est arrivée là? D'où elle vient, la crise? Et comment on va concrètement et opérationnellement construire un plan de rebond qui ait la confiance des financeurs. Et on s'aperçoit que les sujets sont très opérationnels, mais aussi profondément humains. Très bien. Et donc, ça, pour faire ce métier-là de secrétaire général du CIRI, est-ce que vous allez dans les entreprises, directement dans les entreprises, ou est-ce que votre poste se joue à Bercy, uniquement à Bercy? Alors, c'est le théâtre de Bercy. C'est le théâtre de Bercy. On appelle ça comme ça. D'accord. C'est-à-dire que le CIRI, ça suppose une démarche volontaire d'un entrepreneur qui dit, là, je suis un peu arrivé au bout, et si je veux éviter le tribunal de commerce, je vais me faire aider par un administrateur judiciaire et je vais me mettre sous la médiation du CIRI. D'accord. Et effectivement, toutes les parties prenantes, donc on citait les clients, les fournisseurs, mais il faut aussi rendre compte aux salariés, les rassurer, les impliquer, les banques, les actionnaires, sont convoqués à Bercy pour des réunions où on se met autour de la table. Alors parfois, et c'est quel type d'entreprise, par exemple? J'ai eu, rendez-vous compte, 2009, c'est la déflagration quand même. Donc tous les secteurs rentrent dans le dur et jusqu'à 2012. Mais c'est des grosses entreprises, c'est que des grosses entreprises. Alors c'est à partir de... Quelle taille? Alors ça c'est un sujet, c'est à partir de 400 salariés. D'accord. Donc il y a eu les dossiers qui sont sortis publiquement, c'était l'entreprise Latécoère, l'entreprise Entremont, le groupe Ersan. Ça, ce sont de très grosses entreprises. Et il y a eu beaucoup de TI également.
dans des secteurs de l'agroalimentaire, dans le secteur de la presse. Mais après, vous avez aussi juste des problèmes d'entreprises sous LBO qui s'étaient surendettées, de dirigeants qui, à 80, 90 ans, n'avaient pas anticipé leur transmission, de disruptions technologiques, d'accidents d'usine, qui font que ça peut arriver à n'importe qui. La crise, ça fait partie de la vie de l'entrepreneur. Et il faut savoir rebondir, et la preuve est que 90% d'entre elles ont rebondi aujourd'hui. On va faire un parallèle avec aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on rentre quand même dans une crise. Est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont justement besoin de ces rebonds? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui viennent de s'avaler une succession de crises uniques entre la crise Covid, les crises géopolitiques, la montée du prix de l'énergie, des matières premières, l'inflation, maintenant la hausse des taux. C'est vrai que on peut être agile, on peut être effectivement très bon à construire des plans de compétitivité, à serrer un peu les boulons de partout. Les gens sont fatigués. Et donc aujourd'hui, la question, c'est comment on prend du recul sur son entreprise pour peut-être reprojeter la même entreprise autrement dans le monde de demain. Parce que finalement, les ajustements à la marge pour tenir bon et passer la crise, ça suffit plus. Et donc, remettre du souffle, remettre de l'innovation, remettre de l'envie dans les projets de croissance, ça c'est vraiment ce qui me paraît aujourd'hui nécessaire si la France veut repartir de l'avant et pas se laisser engluer par les problèmes. D'accord. Dès 2012, vous intégrez pendant 5 ans BPI France. Vous êtes en charge des équipes investissement direct, PME et ETI. Ça correspond à un portefeuille d'environ 1,5 milliard d'euros. Combien d'entreprises ont été aidées et soutenues durant cette période? Alors, BPI France, c'est une invention formidable quand même, qui soutient aujourd'hui directement à peu près 50 000 entreprises et indirectement à travers la garantie des banques à peu près 200 000. Donc c'est un observatoire de l'économie extraordinaire. Moi, sur mes deux métiers, donc les fonds d'investissement, c'est quand même extrêmement significatif puisqu'en 6 ans, entre 2013 et 2018, on a fait 400 investissements en région, sur des secteurs prioritaires ou sur des pépites régionales, des PME qui avaient la capacité à devenir des ETI. Et ça c'est une immense fierté parce que 400 investissements, quand on sait qu'il n'y a que 5000 ETI, c'est significatif. Voilà. Et ensuite, sur mon autre métier, j'ai créé en fait les accélérateurs PME, les accélérateurs ETI. Justement. En quoi ça consistait exactement déjà? L'idée, c'était de dire, ok, ce que j'ai appris au CIRI, c'est que ce qui peut amener une boîte dans le mur, c'est pas tellement le manque de carburant dans le moteur, parce que pour les bons projets, il y a toujours des financiers. C'est en réalité le capital humain. On parlait des problématiques de transmission, de gouvernance, de dialogue social, de compétences, de capacité du chef d'entreprise à déléguer, à s'entourer, d'attirer les talents. Ça, c'est les vrais sujets. Et je me suis dit, comment on aide là-dessus? On peut monter des exécutives MBA pour les entrepreneurs et pour leur comité de direction. Et s'il n'y en a pas, pour les 4-5 personnes clés qui vont devenir le comité de direction, du conseil, injecter massivement du conseil dans les PME. Ça, avec Nicolas Dufour, qu'on était très convaincus que c'est un monde qui ne se parle pas, le monde des PME et le monde du conseil. Et puis, ce qui est très dommage. Et ce qui est très dommage parce que on va voir, mais ça fait vraiment une différence. Il faut juste savoir organiser le matching. Et puis ensuite la gouvernance, parce que effectivement, pour se projeter, doubler, tripler de taille, à un moment donné, il faut savoir aussi se réorganiser et s'entourer de regards externes pour aller plus loin. Ces programmes accélérateurs, au départ, une petite expérimentation en 2015, un programme de 2 ans avec 60 boîtes. Ces 60 boîtes ont fait 25% de croissance en 2 ans. Et là, on s'est dit avec Nicolas, mais franchement, il y a un truc à faire. On a massifié. Quand je suis partie, il y avait 700 entreprises qui étaient passées dans ces accélérateurs et qui avaient toutes répliqué le même niveau de performance. Et je crois qu'aujourd'hui, parce que ça continue et ça continue très bien, les équipes sont à 1500 entreprises accompagnées.
C'est beau. Vous avez cette force incroyable, celle d'avoir des convictions et de savoir demander aux bonnes personnes pour atteindre vos objectifs, les fonctions que vous vouliez dans votre carrière. Ouais. Alors déjà, comment on a ce courage? Alors déjà, moi j'ai une grand-mère qui tenait le café du village. Ah, ça c'est génial. Et derrière le comptoir, elle m'a quand même donné beaucoup de conseils de bon sens. Mais il y a une phrase que je cite souvent où elle me dit « Tu sais ma fille, tant que t'as pas essayé, tu sais pas ». Bah, c'est sûr que si on n'essaye pas, on n'ira pas très loin. Et vous viviez dans le Nord, vous étiez dans un petit village, donc votre grand-mère tenait le petit café du village. Et vous faites Sciences Po et Sciences Po Paris et l'ENA. Ouais. Comment on arrive à avoir un parcours aussi exemplaire, un parcours éducatif exemplaire, quand on vient d'une petite école, quand on vient d'un petit collège justement en province? Comment ça se passe? Comment on s'en sort? Vous étiez un petit génie? Mais déjà alors, ma grand-mère avait décidé que ses filles auraient la sécurité de l'emploi, donc ma mère et ma marraine sont toutes les deux institutrices. D'accord. Donc je fais partie de la statistique de soit t'es dans la reproduction sociale, soit t'es fille d'enseignant. Je suis fille d'enseignant, je confesse, et enseignante primaire. Donc c'est pas tellement qu'elles m'ont suivie sur les très hautes études, mais c'est que effectivement j'ai appris à étudier, j'ai appris à apprendre. Et je pense que voilà, j'ai toujours été curieuse d'aller rechercher de l'information et de me structurer pour atteindre mes objectifs, qu'ils soient scolaires ou ensuite professionnels. Voilà, c'est toute une démarche, un coaching que j'ai eu très jeune. Ça, c'est votre période publique de votre vie professionnelle, qui va être encore riche, hein, j'imagine. Et quelle anecdote, qu'est-ce que vous pourriez nous raconter justement sur toute cette période de votre vie? Quelles ont été les choses les plus incroyables que vous ayez vécues, justement, dans le public? Dans le secteur public, il y en a beaucoup, mais c'est sûr que la chute de Lehman Brothers, quand vous êtes le 1er juillet 2008, s'ouvre la présidence française et on avait vraiment des plans très structurants, très long terme pour l'Europe. Vous ne voyez pas venir? Non, pas du tout. Enfin, si, il y avait cette agitation sur les subprimes, mais c'est vrai que tout l'enchaînement qu'il y a eu derrière a fait que on a posé le stylo, le joli plan qu'on avait construit, on l'a laissé de côté, et puis on a fait les pompiers, quoi. Donc ça c'est très clairement un moment fort. Décisif, ouais, fort. Un deuxième moment fort, c'est au Syrie. Un dirigeant d'entreprise qui franchit la porte de mon bureau et qui s'effondre en larmes dans mes bras en disant j'y arrive plus, vous allez prendre les clés parce que moi je suis plus l'homme de la situation, je suis un problème pour mon entreprise, il faut trouver quelqu'un d'autre. Et où j'ai dû lui expliquer qu'en fait, non, j'allais pas diriger son entreprise, c'était pas exactement ma mission, et qu'on allait trouver des solutions. Et je suis très contente parce qu'on a mis finalement que 4 mois à sortir son dossier. On l'a très bien sorti et aujourd'hui l'entreprise, c'est une très jolie entreprise de croissance. Et il est encore là, ce monsieur? Et il est encore là, ce monsieur. Ah, c'est une belle réussite. Ouais. Très bien, vous décidez de changer de cap en créant Généo Capital Entrepreneur avec François Rivolier. C'est une société d'investissement et d'accompagnement pour les PME et les ETI dans leur projet de développement au long terme. En quoi Généo Capital Entrepreneur est-elle différente des autres sociétés de capital investisseur? Alors, tout est différent. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. C'est pour ça qu'il fallait créer une entreprise, parce que beaucoup de gens me disent « Mais pourquoi tu l'as pas fait chez BPI France? Pourquoi François, il l'a pas fait chez Société Générale ?» En fait, quand vous avez identifié un problème à résoudre, à un moment donné, il n'y a que l'entrepreneuriat pour partir d'une page blanche et faire quelque chose de pur. Donc, c'est quoi la différence? C'est d'abord que c'est pas un métier précis, mais c'est un ensemble de solutions pour la croissance des PME et ETI. Donc, le capital entrepreneur, c'est 3 choses. C'est du capital du fonds propre, parce que c'est ce qui permet effectivement d'accélérer. 2, du conseil, mais pas séparément dans la même équipe. Et 3, un réseau business, puisque nos financeurs sont très largement des family office et des entrepreneurs. Pour faire tout ça, on a choisi de ne pas être un fonds d'investissement, mais une société d'investissement. Et ça change énormément de choses. C'est de dire, au lieu de raisonner sur des phases de 5 ans, qui obligent en fait au bout de 3 ans à arrêter les investissements, parce que finalement, il faut préparer la sortie et optimiser la sortie, eh bien, on va créer une société d'investissement qui a 99 ans de durée de vie renouvelable.
Comme ça, le temps n'est pas un problème. Et comme ça, on libère les énergies, mais surtout l'agilité. Parce que si vous avez votre concurrente toujours qui est à vendre la 4e année, on va pas dire, je suis désolée, fallait que ce soit l'année 2, l'année 4, c'est pas la bonne année. Et donc, en fait, on va pouvoir être extrêmement réactif et attirer comme ça les plus ambitieux. Et on vous a suivi quand 99 ans, c'est long. C'est long. Oui. Les entreprises vous ont suivi, vous ont dit, mais ça paraît pas, ça paraît naturel finalement. Alors, il y a 2 problématiques. Bah oui. Moi, j'ai 2 clients. J'ai 2 clients. Les sociétés dans lesquelles j'investis, non, ça leur ferait peur hein, que je leur dise je suis là pour 99 ans. Non, c'est que on fait du sur-mesure. Bon. On se met d'accord sur un horizon de temps que l'on va contractualiser et on s'adapte au cycle naturel de l'entreprise, qui est en général celui de son plan stratégique. Voilà, donc ça, c'est très clair. Ça permet juste de dire, le temps n'est pas un problème, mettons-nous d'accord sur le bon horizon de temps. Et si ça change en cours de vie de l'entreprise, parce que justement, on double de taille, on fait une acquisition, on va en Chine, ben on pourra rallonger aussi. Une entreprise est vivante. Voilà, une entreprise est vivante et donc on est sur un cycle glissant. Tout à fait. De rallonger petit à petit si c'est nécessaire. Et puis, pour mes financeurs aussi, évidemment, je vais pas leur dire que leur épargne est tankée pendant 99 ans. Sinon, j'aurais pas beaucoup de financeurs. Donc, on leur dit, nous, la finance positive, hein, c'est notre mission, hein, c'est de concilier performance et sens. On pense que parce qu'on va attirer les meilleurs, on va être performant, mais on veut aussi donner du sens à l'investissement. Et donc, moi, ce que je leur dis, c'est tant que je suis bonne, restez. Et moi, je vous verse un modèle de rente, en fait, de dividende. Et puis, si vous avez besoin de sortir, comme toute entreprise, en fait, je réduis le capital et je vous sors. Voilà. Très bien. Vous n'auriez pas créé Généo Capital Investissement seul. C'est une décision que vous n'auriez jamais faite seul. Pourquoi ? Ça faisait déjà beaucoup quand même, hein, de démissionner de la fonction publique. Oui, c'est vrai, effectivement. De devenir entrepreneur. Tu seras fonctionnaire, ma fille. Bon, voilà. Vous, d'ailleurs, votre maman, elle n'a pas été un petit peu, elle n'a pas eu peur mais les gens ont tous cru que je faisais ma crise de la quarantaine. Hein. J'avais 40 ans, donc voilà. Tout le monde, c'est vrai. Oui, mais moi je leur ai dit non. Et on vous a pris pour une folle ou pas ? Un peu, parce que vous savez, dans ce monde-là, les gens vous pensent plutôt dans des grands groupes, à des grandes responsabilités, etc. Et moi, mon truc, c'est les PME, l'emploi, et maintenant l'entrepreneuriat. Donc effectivement, ça détonne. Mais bon, 5 ans après, je regrette pas. Et effectivement, il fallait que je m'associe. D'abord avec quelqu'un qui avait un parcours complètement complémentaire du mien, puisque purement financier, banque et private equity, très expérimenté, 20 ans de track record, et effectivement en fait des qualités relationnelles et décisionnelles très très complémentaires. Je trouve que briser la solitude de l'entrepreneur, c'est très important. Ça peut se faire de plein de manières, par le mentoring, par la gouvernance. Pour moi, c'était plutôt l'association. Généo a une raison d'être, mettre à disposition de l'économie réelle une finance positive. Alors, comment on atteint un objectif comme celui-là ? Alors, de 4 manières. On a déjà donc nos 4 promesses, hein, monitorées, je le dis, par notre comité de mission et sur lequel on va aussi se faire auditer en externe, hein, comme toutes les sociétés à mission. Eh bien, c'est 4 choses. C'est apporter de la sérénité, on en a parlé, par la maîtrise du temps. Et se dire, on ne va pas rajouter un objet de stress qui est de dire je dois sortir là maintenant. Hein. Voilà. Le deuxième, c'est d'apporter du capital humain avec une méthode, on pourra y revenir si vous souhaitez, le carnet de croissance, mais beaucoup d'injections de compétences dans les entreprises dans lesquelles on investit. Le troisième pilier, c'est de viser un impact positif, c'est-à-dire de dire, écoutez, tout le monde n'est pas société à impact, mais tout le monde peut innover dans ses produits, dans ses services, dans ses procédés pour demain répondre de mieux en mieux aux enjeux sociétaux. Et on a un accompagnement spécialisé là-dessus. Et le quatrième, c'est le partage de la valeur. Alors là, on parle de sous. C'est dans mon milieu un sujet tabou qu'on a voulu mettre sur la table en disant, vous savez quoi, les fonds d'investissement, ils gagnent pas mal d'argent et donc il faut qu'ils en rendent. Et donc nous, on donne un tiers de la rémunération variable de l'équipe, soit 7% de la création de valeur totale du fonds, à un fonds de dotation
pour rendre à la société ce qu'elle a permis de créer. Parce qu'on rend aux salariés à travers l'actionnariat salarié, on rend aux dirigeants à travers son management package. On a effectivement ceux qui nous ont confié les fonds, que l'on rémunère pour leur épargne, mais on oublie souvent les territoires. Et moi, je tiens à dire que les territoires sont une partie essentielle de la création de valeur. C'est pour cela que la Banque des Territoires a investi chez nous à côté des familles. Et donc, on rend 7% de la création de valeur pour créer de l'emploi dans les territoires défavorisés ou réinsérer les jeunes défavorisés dans l'emploi. Très bien. Généo Capital, en chiffres, ça donne quoi? Vous êtes combien aujourd'hui? Alors, on gère à peu près 600 millions d'euros. D'accord. Dédié entièrement aux PME et aux ETI. Vous gérez combien de boîtes? On a investi dans 27 entreprises, qui ont elles-mêmes fait 52 acquisitions, D'accord. dont 26 à l'international. Donc vous voyez, on fabrique vraiment des champions européens, des champions internationaux. Pour faire ça, on est 25 personnes, on recrute tous les jours. J'imagine. Et dont 7 associés. Voilà, et on a mis un point très cher à mon cœur, la parité au cœur de nos règles de recrutement. Donc, on se fixe un objectif de 50-50 que l'on atteint aujourd'hui globalement. Alors, on est en nombre impair, mais on est 54% de femmes et on tient aux 50-50. On allait venir justement parce que vous avez un parcours professionnel très riche dans des secteurs privés et publics. Mais actuellement, quelle est la place des femmes dans les entreprises de la finance ou dans les institutions dans lesquelles vous avez travaillé? Alors, elle est très insuffisante. Eh oui, on est bien d'accord. Alors, il y a un endroit où elles sont très bien représentées grâce à la direction du Trésor qui a fait ce travail d'essaimage, c'est la sphère publique. Donc, la présidente de l'autorité des marchés financiers, Marianne Barbalayani, la patronne d'Euronext, Delphine Damarzi, la présidente de la Fédération bancaire française, Maya Attig, la présidente de la Fédération française de l'assurance, Florence Lussmann, sont toutes issues de Bercy. Donc, de ce côté-là, il y a des talents féminins, bien aidés par les directeurs du Trésor qui ont été à la manœuvre pour les faire ressortir. En revanche, c'est vrai qu'au niveau de l'entrepreneuriat, on a un sujet, seulement 11% de femmes entrepreneurs. C'est trop peu. C'est trop peu et en plus, elles ne lèvent pas de fonds pour la croissance, donc elles ne sont pas assez ambitieuses. Ou elles lèvent 2 fois moins qu'un homme, c'est ça? C'est ça. En moyenne, quand elles se lancent dans une levée de fonds, ce qui est trop rare, elles demandent 2 fois moins que les hommes. Mais pourquoi? Parce que y a ce rapport au risque, cette mise en déséquilibre, et puis aussi ce fait de dire on va pas surpromettre, on va rester, on va finalement projeter uniquement ce qu'on est sûr de réaliser. Voilà. Alors qu'un investisseur, il a besoin d'avoir la vision complète, la vraie vision, le vrai business plan, celui qui est dans la tête et dans les cœurs en fait, parce que on peut accompagner ça. Et donc, ensemble, on peut aller plus loin et plus fort. Vous avez eu la chance d'avoir des mentors incroyables tout au long de votre parcours. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Parce que vous avez quand même été aidé par des personnes assez incroyables. Alors, j'ai cité 4 personnes déjà, qui, effectivement... avec qui vous avez travaillé à Bercy, j'imagine, oui, déjà. Oui, donc, c'est vos copines, quelque part. Alors, copines, je dirais pas ça, mais inspirantes, oui, très certainement. En particulier, Marianne Barbalayani, que j'avais interrogée à la sortie de l'ENA en disant « Mais vous êtes sûre qu'on peut faire des bébés au Trésor? Parce que moi, j'ai quand même envie d'enfants. » Et qui m'a dit écoute, moi, j'en ai et tout va bien pour moi. Hein. Donc, effectivement, ça m'a pas mal libérée. Et mes mentors, ça a été beaucoup en fait René Ricol, médiateur du crédit quand j'ai rejoint le CIRI, Ramon Fernandez, directeur du Trésor quand effectivement j'étais jeune là-bas, et puis ensuite Nicolas Dufourc qui chez BPI France m'a dit mais tu as carte blanche. Ça, c'est quand même génial qu'on vous autorise justement à faire ce que vous voulez. Voilà. Très bien. Avec votre expertise aujourd'hui, quels sont les besoins des créateurs d'entreprises? Quels sont les vrais besoins des créateurs d'entreprises pour vous? Les vrais besoins des créateurs d'entreprises, c'est du pour soutien. Se lancer. C'est du soutien, alors on va dire psychologique, en tout cas du soutien humain. C'est juste en fait un accompagnement.
en fait, c'est long, la création d'entreprise. On en voit les résultats au bout de 18 mois, 24 mois. C'est pas gagné tout de suite. Généo, c'est allé vite. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. Mais pour la plupart des gens, c'est beaucoup plus long. Et donc, moi, ce que je conseille toujours, c'est le mentoring. Où en fait parfois le partage, on peut très bien mettre en place un petit panel avec quelques autres chefs d'entreprise et puis quelque part en fait on s'épaule et tout le monde vient en soutien, en co-développement. C'est la technique du co-développement de celui qui pose son sujet sur la table. Vous pensez qu'il est important pour un créateur d'entreprise par exemple de faire partie d'un accélérateur? D'un accélérateur, très certainement. Alors là, pour aller chercher autre chose, c'est de l'expertise, du conseil qu'au départ, on n'a pas dans son entreprise. Et ça reste vrai aussi sur mon métier qui est le mien aujourd'hui, pour les sociétés plus grosses, pour les belles PME, pour les ETI. En fait, on n'a jamais, à un stade de croissance donné, on n'a jamais toutes les compétences en interne. Il faut savoir aller les chercher en externe par des recrutements, par du conseil, par l'accompagnement d'un fonds et puis par de la bonne gouvernance. Généo Capital Entrepreneur est une organisation assez incroyable qui détonne parce que dans le monde de la finance, vous êtes aujourd'hui 7 associés, oui. 3 hommes, 4 femmes. C'est ça. C'est déjà vachement bien. Est-ce un gage important de diversité et de performance pour vous? Ah oui, la diversité est facteur de performance. Évidemment. Alors, particulièrement dans mon métier, puisque mon métier, c'est un métier de sélectivité. On investit dans à peu près 4% des entreprises que l'on regarde quand on fait du capital investissement, et chez Généo, c'est 2%. Donc, il faut pouvoir croiser les regards. Et pour moi, la diversité, c'est essentiel parce que les jeunes vont avoir un regard sur le potentiel d'innovation. Les plus matures vont avoir un regard sur la capacité de l'entreprise à délivrer la promesse qui est la sienne. La diversité homme-femme, c'est incroyable parce qu'on regarde vraiment pas les mêmes sujets quand on regarde une entreprise. Donc oui, j'y tiens beaucoup. Avec votre expertise, si on parle un petit peu d'avenir, quelles vont être les difficultés auxquelles les entrepreneurs vont se confronter dans les prochaines années? C'est le sujet de la taille critique. La concurrence internationale aujourd'hui, elle est assez débridée, avec une Europe qui ne s'est pas beaucoup protégée. Et donc aujourd'hui, il y a un sujet de taille critique. Voilà. Donc, voilà pourquoi il faut plus d'ETI, voilà pourquoi il faut que les ETI soient plus grosses, voilà pourquoi il faut, quand on est dans les services, raisonner au niveau européen et pas moins, et quand on est dans l'industrie, avoir une implantation sur les 3 grandes zones mondiales que sont l'Asie, les US et l'Europe. J'ai compris que vous étiez maman, que vous aviez une vie de famille. Comment on fait quand on est comme vous, Fanny, et quand on a un parcours aussi riche pour justement allier les deux, vie de famille et vie professionnelle? Oui, moi j'ai 2 garçons, l'un qui approche des 14 ans, l'autre qui vient de fêter ses 12 ans, donc assez rapprochés. En pleine adolescence. Voilà. et ils vont bien, je crois. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc je tiens à le dire, je le dis souvent aux femmes qui renoncent à venir dans le métier du capital investissement, ou en tout cas dans des métiers exigeants. C'est la même chose pour les avocats, au motif qu'elles ne pourraient pas avoir de vie de famille. Moi, je dis qu'aujourd'hui, c'est un schéma qui est dépassé. Aujourd'hui, les papas s'impliquent énormément dans l'éducation des enfants et ils ont le droit, eux aussi, à des congés paternité. Ils ont le droit aussi de profiter de leur enfant. Donc, du coup, c'est gagnant-gagnant. Et puis, surtout, derrière, c'est l'organisation. Et je pense qu'en plus, la plus grande flexibilité aujourd'hui du monde du travail facilite grandement ça. Je ne crois pas au tout télétravail. Je pense que le télétravail a montré ses limites et on en revient. Mais je pense qu'on a appris à raisonner de façon plus flexible. Et si une maman veut quitter le bureau à 18h30 pour aller effectivement dîner avec ses enfants et quand ils sont au lit à 20h30, 21h, un petit peu à travailler, à bosser, qu'est-ce qu'on s'en fiche si le travail est fait, bien fait, de qualité, dans les temps. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est le moment
moment des femmes et que ces sujets-là, alors il faut bien s'organiser. Moi, j'avais une C'est voisine le moment des orthésulaire. femmes. Vous me dites, c'est Oui, le moment des c'est le moment femmes. des femmes. Vous pensez Ouais. qu'on y est déjà? Ouais, je pense qu'il y a plus de confiance. Elles ont plus confiance. Elles ont plus confiance. Ouais. Et c'était important, mais vous pensez qu'on y est déjà? Pour moi, il y a encore beaucoup de travail à faire. Non, il s'est passé quand même pas mal de choses. Il s'est passé pas mal de choses et je pense que les femmes ont de plus en plus confiance en elles et que le monde a changé. Même je vois sur les jeunes hommes que je recrute, là, c'est plus du tout un sujet. Très bien. Quelle est votre boussole, Fanny Metier? Ma boussole. Ouais, votre boussole. Qu'est-ce qui vous a emmené? Alors, j'imagine qu'il y a quelque chose avec votre grand-mère là-dedans, mais votre boussole, qu'est-ce qui vous tient? Une envie d'être utile. Donc, moi, l'utilité, c'est important. Utile à mon pays, la France, que j'aime. Et la façon de le faire, c'est de créer des emplois dans toutes les régions, dans tous les territoires. Voilà, donc j'ai trouvé ma vocation. Le fil rouge, il est clair. Et même si j'ai fait des choses très, très différentes, c'est toujours ça qui m'a tirée. Au-delà de votre activité, vous avez quand même trouvé le temps d'écrire 2 livres que j'aimerais recommander aux personnes qui nous regardent. Le premier, Comment doubler la taille de votre entreprise, et le deuxième, Carnet de rebond pour PMI et ETI aux éditions Erol. Quels sont les grands conseils que vous donnez dans ces livres? Alors, ce sont des livres dont l'entrepreneur est le héros. Donc, c'est étonnant. Voilà. Dans le premier, j'ai consigné en fait tout ce que j'ai compris au contact des 700 entreprises accompagnées dans les accélérateurs avec qui je me suis beaucoup déplacée en région, à l'étranger. Et donc, les clés de succès pour doubler la taille de son entreprise sur une 12aine de thématiques. Dans le deuxième, je reviens sur mon expérience au Syrie parce que j'ai commencé l'écriture de ça pendant le Covid. Et donc, je reviens dans mon expérience au Syrie pour effectivement, face à la crise, voilà, comment on sort de la tétanie et comment on s'organise pour rebondir. Et alors, quelles sont les clés justement pour rebondir? Les clés pour rebondir. Alors, le sang-froid, donc stabiliser. Faire rentrer un maximum de cash, gagner du temps, rassurer les équipes, voilà, montrer qu'il y a un capitaine dans le navire, communiquer. 2, prendre du recul et s'entourer pour effectivement faire le diagnostic de pourquoi on en est arrivé là et du coup construire les bonnes réponses, des réponses qui sauront convaincre les parties prenantes. D'accord. Et 3, effectivement, redévelopper et donc donner du sens à un projet d'entreprise qui en plus est un projet de rebond. Donner du sens, c'est effectivement le sujet commun à toutes les entreprises en croissance et de rebond. Le principe de ces livres, c'est qu'on peut les lire dans l'ordre, dans le désordre, et qu'à la fin de chaque chapitre, il y a un auto-diagnostic, parce que je ne crois pas qu'on puisse donner des solutions toutes faites, mais on donne plein de petits tips. C'est un ouvrage collectif aussi. Dans ce livre, beaucoup d'entrepreneurs témoignent, beaucoup d'experts interviennent. Et moi, je donne un peu les leviers que j'ai observés. Mais ensuite, à chacun de se poser les bonnes questions, de se dire là-dessus, je suis bon. Là-dessus, ah ouais, j'ai pas regardé. Et là, je sais qu'il y a un truc à faire. Et puis, dans le livre, il y a quelques clés pour s'organiser. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir, Fanny Metier? De contribuer à doubler le nombre de TI en France. Très bien. Et puis doubler, c'est pas mal. Voilà. Et puis, donc, si on pouvait rejoindre l'Allemagne et en avoir 12 000 d'ici 10 ans, ce serait très bien. Et puis, de donner à Généo une dimension européenne. Parce que, comme je le disais, je pense que c'est l'échelle de raisonnement pertinent quand on veut fabriquer des champions. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans le jour où. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt avec un nouvel ou une nouvelle invitée.